Chers amis, je vous propose de commencer, puisque nous avons un ordre du jour à la fois assez chargé, mais tout à fait raisonnable dans les 2 heures donc, qui vont nous réunir. Hein. Et je passe tout de suite la parole donc, à Blandine Janton, qui est la directrice de CNRS Éditions, et donc CNRS Éditions qui a publié l'ouvrage à partir duquel est construite cette rencontre écrit de résistance de Pierre Mendès France. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je me réjouis de célébrer avec vous la sortie des écrits de résistance de Pierre Mendès France. Quand je dis que je me réjouis, c'est tout à fait sincère, tant j'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à travailler à l'édition de cette publication avec Vincent Duclerc, que je remercie encore une fois pour ce beau projet que nous avons mené ensemble. Alors évidemment, les témoignages que nous aurons en première partie de cette soirée nous montrent qu'il y a diverses façons d'aborder, d'être un acteur ou une actrice de la France libre, mais Pierre Mendès France a vraiment, et ce livre le montre, a vraiment une façon admirable de mener, de vivre cette période, d'agir dans cette période. Et c'est le sens de cette publication que de rassembler les écrits de Pierre Mendès France, des écrits de guerre de Pierre Mendès France, de montrer le Mendès France de la France libre, de montrer son courage politique, de montrer la force de son engagement, de montrer aussi son investissement physique. Et je dirais qu'au-delà de la première partie, de la première partie de cet ouvrage, donc qui est constitué de Liberté, Liberté chérie, qui est un texte formidable. Donc au-delà de cette partie qui nous montre vraiment son parcours remarquable, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de montrer aussi l'engagement dans la France libre d'autres acteurs moins connus, que sont ces aviateurs du groupe Lorraine, et tout le travail de Vincent Duclerc d'annotation des carnets de notes de Pierre Mendès France au retour de ses missions de bombardement permettent de redonner vie à ces acteurs, et c'est un des intérêts selon moi aussi de cet ouvrage. Et puis voilà, je me réjouis aussi de la publication de ce livre, puisque ça s'inscrit dans un mouvement plus global de travaux et de publications à CNRS Éditions autour de la résistance, et plus spécifiquement sur l'engagement de chercheurs et de chercheuses dans la résistance, que ce soit via le réseau du Musée de l'Homme ou le bureau scientifique de la France libre. Voilà, donc nous aurons d'autres occasions certainement d'échanger sur cette période. En tout cas, je remercie la Fondation Jean Jaurès de nous accueillir ce soir et Vincent Duclerc pour l'organisation de cette soirée. Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blandine. Nous sommes le 18 juin et c'est vrai que c'est une date importante parce qu'elle nous permet à la fois de revenir sur le fondateur de la France libre, mais aussi sur ces femmes et tous ces hommes qui l'ont entouré, et sans qui, au fond, la France libre n'aurait pas eu l'impact et l'importance dans notre histoire et dans l'histoire européenne. Donc, à cette occasion, effectivement, il était légitime de réunir à la fois des témoins, des historiens, de voir aussi donc un court-métrage extrêmement intéressant que nous avons retrouvé, on dira un mot pour le présenter, court-métrage sur une des opérations de Pierre Mendès France dans le groupe Lorraine. Donc cette date est importante, et finalement, grâce à la Fondation Jean Jaurès, grâce aux éditions du CNRS, avec le soutien de l'Institut Pierre Mendès France, nous avons pu l'organiser. Alors je dirais que, très rapidement, ces écrits de résistance de Pierre Mendès France, pour moi, c'est un travail exemplaire, parce que d'abord, c'est un travail qui porte sur plusieurs manuscrits, et c'est vrai que je pense qu'on parlera essentiellement donc des carnets de notes, donc des notes quotidiennes que Mendès France donc écrit durant le moment où il est aviateur, capitaine observateur dans le groupe de bombardement Lorraine. Et ce manuscrit, qui avait déjà été publié dans le cadre des œuvres complètes, éditées par l'édition Gallimard, eh bien, ce manuscrit a été
repris sur la base de l'original, grâce au travail donc des ayants droit, et particulièrement de Joan Mendes France. Joan Mendes France qui est ici présente, Joan Mendes France qui est donc l'épouse de Michel Mendes France. Michel Mendes France est l'un des deux fils de Pierre Mendes France. Leur mère s'appelait Lili Mendes France, et on verra aussi l'importance du rôle de Lili Mendes France, bien qu'elle ne soit pas auprès de son mari, Pierre Mendes France. Elle est restée aux États-Unis pendant la guerre, après avoir connu une situation extrêmement difficile au Maroc, au moment où son mari, et Pierre Mendes France, est arrêté et donc déféré devant la justice militaire pour crime de désertion. Donc un travail exemplaire parce que le manuscrit a été entièrement repris, et donc il y a un certain nombre de variantes qui ont pu être réintégrées, notamment une lettre extrêmement importante, c'est la lettre testament que chaque aviateur devait rédiger pour le cas où il disparaîtrait, et donc cette lettre est insérée à l'endroit précis dans le manuscrit, et donc je tiens à remercier Joan Mendes France, Michel Mendes France, Simone Gros, qui est décédée comme Michel Mendes France, et je pense qu'il est important de souligner l'importance de l'engagement de Michel Mendes France dans cette édition, et juste avant sa mort, il a pu tenir entre ses mains les premières épreuves du livre, et je crois que c'était très important. C'était un engagement qu'on avait pris à son égard, et donc je tiens à saluer sa mémoire et à saluer aussi le travail, l'amitié de Joan Mendes France. Sa fille Margot est là, ainsi que sa petite fille Lily, et je leur souhaite aussi. Donc, je leur adresse toute mon affection. C'est aussi exemplaire parce que, les éditions du CNRS ont voulu ce livre. J'ai eu la chance de travailler directement avec la directrice des éditions du CNRS Éditions, donc c'est la preuve quand même que ce livre était important pour CNRS Éditions. Je pense que peut-être il y aura éventuellement une suite, puisqu'il y a une très belle correspondance entre Pierre Mendes France et Lili Mendes France, et je pense qu'il faudrait aller là, d'autant que Joan Mendes France a déjà fait beaucoup de travail sur cette correspondance. Et puis, peut-être un travail exemplaire du fait du partenariat là, qui nous lie avec la Fondation Jean Jaurès, et qui permet donc de réaliser cette rencontre. Alors, cette rencontre, elle existe parce qu'il y a un livre, et parce que Pierre Mendes France a choisi d'écrire. Du reste, on se demande, il était en pleine mission donc opérationnelle, comme capitaine observateur, mais il s'était appliqué chaque soir à écrire. Et ce qu'il écrit ne concerne pas uniquement le groupe de bombardement Lorraine, même si il est très précis, et donc on voit qu'il a été vraiment, et ça je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie de la rencontre avec les historiens, mais Pierre Mendes France a aussi narré et restitué son activité comme homme politique auprès de la France libre. Il était affecté dans des bases donc, de la Royal Air Force, qui dirigeait officiellement le groupe Lorraine, et ces bases étaient en Angleterre, et il pouvait donc rallier rapidement Londres, et là travailler avec ses amis, Georges Boris, Jean-Luc Rémeux-Briac. Et c'est aussi très riche, ces carnets sont très riches aussi pour comprendre ce qu'a été la France libre donc à cette période clé 1943. Et les historiens aujourd'hui, encore plus peut-être, s'intéressent à toute cette part du sensible portée par la mémoire des acteurs. Je crois qu'il y a maintenant, on n'est plus du tout dans le schéma où les témoins empêchaient les historiens de travailler. Au contraire, les témoins et la restitution de la mémoire aident les historiens à mieux comprendre l'histoire, à mieux comprendre comment est-ce que toutes ces, au fond, c'est à la fois ces renseignements, mais cette analyse peut permettre de mieux comprendre. Alors, effectivement, il faut s'intéresser au temps, aux lieux, aux sentiments. Il faut s'intéresser aussi aux collectivités, à des collectivités d'abord qui recouvrent des couples. Et il y a des couples d'époux séparés ou bien réunis, que ce soit Jean-Luc Rémeux-Briac et sa femme Monique, Georges Boris, donc avec son épouse, et ensuite, effectivement, avec une autre aventure, d'une certaine manière, Pierre Brossolette et son épouse, et j'évoquerai rapidement Stéphane Hessel, car Stéphane Hessel, dans son ouvrage « Dans sur le siècle »,
souligne combien l'arrivée de sa femme Vitia, donc qui est la fille de Boris Myrkin, depuis les États-Unis vers Londres, et comment est-ce que cette résistance a été vraiment pensée donc avec elle. Et je crois important de souligner le rôle des femmes auprès de ces acteurs de la France libre. Elles-mêmes sont actrices de la France libre. Je pense qu'il faut vraiment y insister. De ce point de vue-là. Et c'est certain que on a affaire aussi à des couples assez modernes. Bon, on verra effectivement ce qu'en diront donc les héritiers. Mais si l'on compare notamment, et Stéphane Hessel l'évoque, la posture de Madame de Gaulle, qui gardait une grande réserve et qui n'allait pas jusqu'à sortir des convenances. Donc, et là, on peut comparer effectivement peut-être le rôle de l'épouse de Pierre Brossolette, de Monique Crémieux-Briac, de Vitia Hessel, par exemple. Alors, notre rencontre va se dérouler en 3 temps. Donc, une première rencontre avec des témoins, mais en même temps des témoins dont on demandera aussi des analyses. Donc, voilà, fils de témoins, mais voilà. Fils de témoins, mais qui aussi ont reçu en héritage, d'une certaine manière, des récits, une certaine vision aussi de ce qu'a été cette période anglaise pour les résistants, à la fois de l'intérieur et les résistants qui étaient à l'ombre. Michel Crémieux-Briac, fils de Jean-Louis Crémieux-Briac. Ensuite, Jean-Pierre Worms. Alors, Jean-Pierre Worms, et donc, son père a été donc résistant, à la fois en France, puis à Londres, puis... À Londres, oui, mais... Oui. 3 mois. 3 mois, mais c'est important. Oui, mais justement, c'est important aussi parce que c'est là où il monte un réseau. Enfin, il est... vous avez expliqué, donc oui. Lui, il fait partie de la résistance anglaise, et donc, il monte ses réseaux Burkmaster. Et puis... Michel Brossolette, donc petit-fils de Pierre Brossolette. Et je ne sais pas si Anne Brossolette est... Non, malheureusement, elle était justement au Mont Valérien ce matin, et elle était exténuée, donc elle n'a pas pu venir. Alors, les 3 témoins que je viens de présenter très rapidement, ils vont se présenter. On leur a demandé finalement... notre idée de leur poser 2 questions. D'abord, peut-être de restituer quelques éléments de ce qu'ils ont appris de cette période anglaise. Je pense que l'expérience anglaise est fondamentale pour peut-être comprendre la résistance française et peut-être même au-delà. Je vais faire une hypothèse. En fait, c'est intéressant de constater que Pierre Mendès France est vraiment porté par cette expérience anglaise, à la fois d'aviateur, mais aussi intégré dans ces réseaux de la France libre au plus haut niveau, et le fait qu'il ne dit rien sur Alger. Et d'une certaine manière, au fond, la France libre, c'est d'abord Londres, même si, je veux dire, à partir donc de fin 1943, normalement, au fond, le gouvernement de la France libre, qui n'existe pas encore en tant que tel, mais le Comité français de libération nationale, travaille depuis Alger. Mais si on regarde bien, je veux dire, le cœur de la France libre demeure à Londres. Et au fond, Alger, c'est une situation un peu périphérique qui explique peut-être que finalement, l'importance pour la France d'Alger a été moins forte que Londres, donc dans les imaginaires français. Alors, ces 2 questions, c'est la manière dont, au fond, ce qu'ils peuvent nous restituer d'une certaine connaissance familiale. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'eux-mêmes analysent l'importance ou non, mais je crois l'importance quand même, en tout cas, on le voit à travers les textes, puisque Jean-Luc Crémieux-Briac a écrit à la fois donc, un livre très important qui a été publié posthumement par Pierre Nora, qui s'appelle « L'étrange victoire », avec du reste votre allocution lors des obsèques de Jean-Luc Crémieux-Briac, Michel Crémieux, mais aussi Pierre Mendès France a écrit une biographie de Georges Boris, où du reste, il évoque beaucoup aussi... Jean-Luc Crémieux-Briac, voilà, c'est ça. Jean-Luc Crémieux-Briac a écrit une biographie de Georges Boris, voilà, excuse-moi, a écrit une biographie de Georges Boris où moi j'ai été frappé par l'importance, je veux dire, de la période londonienne que Jean-Luc Crémieux-Briac restitue de la vie de Georges Boris, avec aussi justement une précision sur aussi l'univers affectif en fait de Georges Boris.
Donc et c'est pour ça que je crois qu'il est important aussi pour vous aujourd'hui de nous dire aussi comment vous analysez en fait ce moment anglais donc de vos parents. Voilà. Donc je propose peut-être de commencer par vous, Michel Crémieux. Ensuite, nous continuerons avec Michel Brossolette et peut-être on terminera sur Pierre Mendès France avec Jean-Pierre Land. Bien, Jean-Luc Rémy-Briac arrive à Londres le 9 septembre 1941. Il fait partie d'une équipée de 190 soldats et officiers qui se sont évadés d'Allemagne vers la Russie et qui, après avoir été trimballés de prison en camp par les Russes, ont été libérés 2 mois après la rupture du pacte germano-soviétique. Certains ont choisi de rentrer en France, mais la majorité, quelques-uns sont restés dans l'armée rouge, mais la majorité, 186 exactement, conduite par le capitaine Billotte, a opté pour la France libre parce qu'ils veulent se battre. Pour la France libre, qui est encore embryonnaire, ces 186 soldats et officiers qui arrivent, c'est un don du ciel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se rallient. Il y en a. Mais... Et ils sont accueillis à Londres avec tous les honneurs, passent à la BBC, aux actualités cinématographiques. Quelle est leur mentalité quand ils arrivent à Londres ? Débarquant dur, s'ils sont tous persuadés que Pétain est un moindre mal, qu'il joue double jeu, que De Gaulle est son complice. Il suffira de quelques jours de discussion avec des gens comme Raymond Aron ou René Cassin, pour mon père en tout cas, pour se convaincre que ce n'est pas le cas et que Pétain s'enfonce dans la collaboration de manière irrémédiable. Vis-à-vis de De Gaulle, il est extrêmement méfiant. Il pense que c'est un officier de cavalerie réactionnaire et borné, patriote certes, un espèce de Giraud en plus jeune. Il se rallie définitivement, et je dois dire passionnellement, à De Gaulle, après le grand discours politique que celui-ci prononce à l'Albert Hall le 15 novembre 1942, où pour la première fois De Gaulle affiche sa conviction démocratique et brandit la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, pour la première fois. Il est affecté, au bout de quelques courtes semaines, au commissariat à l'intérieur, qui est dirigé par André Ditlem, qui en réalité n'existe pas, c'est un truc qui est sur le papier, parce qu'ils sont chargés du pilotage des actions clandestines en France, mais il y en a bien peu à l'époque, et de la propagande qui se résume pour l'essentiel aux émissions françaises de la BBC. Lui-même, donc, il a 24 ans, et il crée un centre de documentation sur la résistance. Il organise les écoutes de Radio Vichy et de Radio Paris, parce que même ça, à Londres, on ne le fait pas à ce moment-là. Et surtout, il devient secrétaire du comité de propagande, qui va être pour lui un lieu d'observation de tous les débats politiques de la France libre pendant toute la durée de cette France libre. Débat permanent entre les équipes gaullistes et non gaullistes de la BBC, puisque au sein des résistants qui sont à Londres, il y a des gaullistes et des non gaullistes, et débat avec les Anglais, puisque les Anglais assurent un contrôle et une censure de l'expression française, de la propagande. Alors l'ambiance à Londres, je crois, est curieuse, puisque les Français libres sont présents à Londres, c'est une toute petite équipe, un petit groupe de réfugiés venant d'horizons divers qui se serrent autour de De Gaulle. Ils sont tous résolus à se battre jusqu'au bout, mais pas optimistes du tout. Au moins jusqu'à l'été 42, les Alliés perdent toute leur bataille. La plupart se disent qu'ils ne remettront jamais les pieds en France, et c'est le cas de mon père. Ils se retrouvent souvent le soir au petit club français, un sous-sol où on peut dîner, fumer, en écoutant des disques français de l'avant-guerre complètement éraillés. Mais en même temps, dans ce cocon de Français libres, Jean-Louis, donc je dis qui est très jeune, côtoie et se lie d'amitié avec des personnalités exceptionnelles. Raymond Aron. Le premier soir où il vient à Londres, il rencontre Raymond Aron, il le raconte dans son livre, dans un restaurant. Raymond Aron lui donne rendez-vous un peu plus tard le soir, et comme mon père n'a pas d'hôtel où aller coucher, il va coucher chez Raymond Aron, et il passe la nuit, ou une grande partie de la nuit, à discuter, et c'est le lendemain que mon père est moins pétiniste que la veille. René Cassin, plus tard... Pierre Brossolette, dont il admirera à la fois l'énergie, l'éloquence et l'intelligence.
Boris ensuite, Bingen, Jacques Bingen, auquel il sera très lié, et puis des gens de son âge comme Raymond et Lucie Aubrac, Stéphane et Vitia Essel, avec lesquels il restera lié jusqu'à la mort. L'été 42 est une espèce de bouffée d'espoir pour la France libre. L'opinion française bascule majoritairement contre la collaboration. La France libre a réussi à faire sa jonction avec les mouvements de résistance, avec le ralliement de combat, de libération et de francs-tireurs au général de Gaulle. Et la BBC arrive à orchestrer, par exemple, les manifestations du 1er mai et du 14 juillet qui voient 50 000 Français défiler malgré les risques qu'ils encourent. Pour mon père, d'abord, l'arrivée d'André Philippe, qui a été député, qui est dirigeant de Libération, qui prend la tête du commissariat à l'intérieur, donne à ce commissariat à l'intérieur un poids politique nouveau au sein de la France libre. Mon père lui-même gagne, malgré son âge, un peu en légitimité. Il nous a raconté à plusieurs reprises que lorsque un conflit aigu éclate entre le BCRA et le commissariat à l'intérieur, De Gaulle le convoque et l'invite à dîner en tête-à-tête pour lui dire ce qu'il en pense, pour lui demander ce qu'il en pense. Et mon père, ce jeune homme de 24 ans, je m'imagine à 24 ans face à De Gaulle, je crois que j'en aurais pas mené large. Dans ses fonctions, il est toujours chargé de préparer les dossiers de propagande qui seront parachutés de manière de plus en plus régulière au réseau de résistance tous les mois. Et puis un événement va compter dans sa vie personnelle, c'est l'arrivée de sa femme. Donc ils se sont mariés quelques mois avant qu'ils partent au front et ils ne se sont plus revus. En janvier 1941, elle avait quitté Paris et franchi la ligne de démarcation en fraude. Et elle était devenue secrétaire de Daniel Meyer, qui à l'époque était responsable pour les Bouches-du-Rhône de l'Union générale des Israélites de France. Elle pensait, à vrai dire, que son mari était mort, puisqu'il s'était évadé d'Allemagne et depuis, elle n'avait plus aucune nouvelle. Et comme beaucoup en étaient morts en s'évadant. À l'automne 1941, on lui dit qu'à la radio, un certain Briac a parlé. Et elle décide immédiatement de le rejoindre. Elle se débrouille pour se faire un contrat de secrétaire pour la filiale d'une société minière belge en Angola. Elle ne sait pas où est l'Angola. Et elle obtient un passeport, un visa de transit à travers l'Espagne et le Portugal. Naturellement, elle est arrêtée à la frontière parce que ses papiers ne sont pas très crédibles. Mais le commissaire principal qui l'arrête la laisse passer en se moquant un peu d'elle. Il sera arrêté et déporté quelques mois plus tard lorsque les Allemands auront envahi la zone sud. Donc elle retrouve son mari à Londres et moment le plus heureux de leur vie, je pense. Elle s'engage, elle aussi, naturellement, comme à titre civil dans la France libre, au commissariat de l'information, aux côtés de Georgette Soustelle. À cette période, j'ai dit, de bouffée d'espoir, succède une grande déprime, de novembre 1942 à juin 1943. D'abord, quand les Français libres apprennent que les Allemands ont mis Darlan à la tête de l'Afrique du Nord libérée, ils ont tous la gueule de bois. Et puis commence la bataille des généraux entre Giraud et De Gaulle, qui s'éternise jusqu'à l'accouchement difficile du Comité français de libération nationale. Un autre élément va changer l'état d'esprit et le moral des Français de Londres, c'est que De Gaulle part à Alger et qu'ils ont le sentiment que l'histoire ne se fait plus vraiment à Londres. Même si les services opérationnels en lien avec la résistance restent à Londres, puisqu'ils sont entièrement soutenus par la logistique de l'Angleterre. Autre élément qui va beaucoup frapper le moral des Français libres à cette époque, c'est la mort de Jean Moulin, la mort de Rex. Mon père le connaissait sous le nom de Rex, lui envoyait tous les mois un dossier d'information et d'orientation qui était destiné à l'aider dans sa mission. La mort de Rex désorganise complètement la résistance, comme on le sait, et qui se désunit très rapidement. Mon père est aux côtés de Georges Boris lorsque la nouvelle arrive à Londres et en mesure tout de suite la porter. Et puis, drame plus personnel aussi, l'annonce de l'arrestation de son oncle Benjamin Crémieux,
qui était en quelque sorte son père spirituel. Benjamin Crémieux était un écrivain, critique littéraire. Il a traduit et fait connaître en France Pirandello. Il a été secrétaire du Pen Club international et il lui a fait rencontrer, là, encore plus jeune, André Gide, Stéphane Zweig. C'est lui qui l'a fait inscrire à la Ligue des intellectuels antifascistes, dont il a été l'un des plus jeunes, ou probablement le plus jeune adhérent. Benjamin Crémieux était résistant, il était résistant à Marseille, il a été dénoncé par celui-là même qui fera arrêter plus tard de nombreux résistants, dont le général de Lestrin. Et il mourra d'épuisement au camp de Buchenwald. À partir de juin 1943, je passe vite, tout change. Les Français libres de Londres sont convaincus que la défaite de l'Allemagne est inévitable. Visiblement, mes parents y croient, car ils font un enfant qui naîtra sous les V1 et les V2 en juin 1944, ma sœur. Les Français libres de Londres vont vivre avec la longue attente de la libération, mais la recomposition de la résistance est très coûteuse en vie humaine. Les Allemands traquent impitoyablement les résistants, ils voient tomber des proches ou des gens qu'il a beaucoup admirés, Brossolette, Jacques Bingen, ou de son âge, Madeleine Michelis. C'est au sein de la France libre l'époque des grands débats aussi, avec la résistance intérieure sur l'action militaire et l'insurrection nationale, mais aussi la préparation de l'organisation future de la France libre, à laquelle mon père collabore, travaille activement aux côtés de Boris. Après la libération, il rentre en France, mon père puis ma mère, à un mois de distance. Et la première chose qu'ils voient et qui les impressionne, c'est la saleté et le délabrement des banlieues ouvrières françaises. Ils reviennent du Bourget, ils traversent le nord de Paris et ils sont frappés par la misère qui règne et l'énorme effort qu'il va falloir faire pour reconstruire la France. Je crois qu'ils vont mal vivre leur retour. C'est sans doute le contre-coup psychologique de l'immense épopée qu'ils viennent de vivre, la déception devant la médiocrité de la vie politique d'après-guerre, la rupture de l'Union nationale, les guerres coloniales, et puis le retour à une vie normale dans des conditions qui ne sont pas très faciles, avec le rationnement qui continue. Mes parents, toute leur vie, resteront, je crois que pour eux, ce sera toute leur vie la période la plus exaltante et en même temps la plus dramatique. Ils en parleront, ils s'y référeront tout le temps. Mon père y reviendra en tant qu'historien, avec le regard rigoureux, mais pas froid, de l'historien, parce que derrière son écriture, je crois qu'on mesure toujours la passion qui l'aura animé, même dans ses vieux jours, et de la fierté qu'il a eue d'être à Londres aux côtés du général de Gaulle, de la reconnaissance immense qu'il a pour le peuple anglais, mais également de deux regrets qu'il aura jusqu'à sa mort. Le premier, c'est de ne pas avoir participé à la libération de la France les armes à la main. Il devait être parachuté dans les maquis de l'Ain en juin 1944, aux côtés de Romain Petit. La mission a été reportée, puis annulée, et je dirais qu'il s'en voudra toujours, ce qui n'est pas juste, mais il s'en voudra toujours. Et l'autre regret, c'est de ne pas avoir réussi à faire comprendre au mouvement, à la France libre et au mouvement de résistance, l'importance et la singularité de la Shoah. La France libre avait été informée des massacres de Babillard. Les Russes avaient fourni des documents qui montraient ces camions de guignols dans lesquels, ces corées de guignols dans lesquels on gazait les enfants. Ils s'en voulaient aussi de ne pas avoir réussi à faire comprendre cela. Mais là, la résistance avec d'autres priorités
des morts. Il y en a eu tellement dans la guerre, et notamment sur le front russe, que les gens n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette affaire. Voilà, je vous remercie. Vous avez eu raison de souligner le rôle d'historien de Jean-Luc Raymond-Briac, notamment ces 2 grands tomes sur l'histoire de la France libre. Avec Alain Chatrion, il se trouve que nous avons travaillé avec Jean-Luc Raymond-Briac sur la partie gouvernement Pierre Mendès France et politique scientifique. Et c'est vrai qu'on retrouvait là aussi des formes d'inspiration. En tout cas, il était passionné également par ce moment. Donc, Michel Brossolette, vous avez la parole. Oui, je passe. On entend bien? Ouais. Bon, alors on m'a demandé de parler de Londres. Enfin, on va essayer de faire le lien avec Mendès France. Je suis encore plus fils de témoin que peut-être que Michel. Je peux parler à plusieurs niveaux. Je peux parler au niveau personnel, je peux parler au niveau, en effet, on va dire, de la politique à Londres. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai eu pas mal d'informations sur cette période. Donc je crois qu'en effet, je pourrais raconter beaucoup de choses, mais je n'ai pas, j'ai pas le temps. Parce que je connais beaucoup ma grand-mère, et elle qui était une femme très, très dure, enfin très, très austère. Avec moi, elle s'est prêtée au jeu de la grand-mère, et elle me racontait toutes les anecdotes possibles, imaginables sur Londres. Donc ça, j'ai bien connu ce côté-là. Je connais ma mère aussi, elle m'a raconté pas mal de choses. Mais du côté de mes parents, enfin de mon oncle et de ma mère, ils étaient quand même assez jeunes. Ils avaient eux-mêmes, ils étaient déjà jeunes. Ils avaient 14 ans. Tout de suite, mon oncle a été envoyé dans l'école française dans le Northumberland. Donc lui, il n'a pratiquement pas connu ce qui se passait avec mon grand-père. Ma mère aussi, elle a été envoyée dans une école publique pour filles à Sherborne, dans le Devon. Mais donc ils voyaient, évidemment, ils avaient des licences pour aller à Londres, évidemment. Et là, je sais que ma mère, en effet, racontait souvent qu'elle savait que mon grand-père dînait souvent avec les Mendès France, qu'ils se connaissaient d'ailleurs assez bien, je crois d'ailleurs déjà d'avant la guerre. Pendant la guerre, je me souviens de ce que me disait ma mère quand j'étais jeune. J'ai toujours l'impression qu'en fait, Mendès France, justement, il était là comme militaire, enfin. Donc, il n'avait pas il n'avait pas fait de la politique, on va dire, à Londres, alors qu'il y avait beaucoup de politique à Londres. Ce que mon grand-père appréciait énormément, parce que mon grand-père aussi, il essayait d'unir la résistance et la France libre avec la résistance. Et donc, justement, comme il avait dit un moment, quand il allait faire un discours dans le Albert Hall, où il a d'ailleurs il avait mis son uniforme du 5e régiment. Il a dit qu'il était en fait un soldat de la 2e bataille de France. Donc, et donc je crois que ce que mon grand-père appréciait, et ma grand-mère aussi, c'est, voilà, ils avaient des dîners de ville comme à Paris, je dirais, avec les Mendès France, où ils parlaient de tout. Et contrairement justement à d'autres qui étaient un peu plus politisés. Je pense justement, Michel a cité Raymond Aron, et on sait que Raymond Aron n'aimait pas De Gaulle, qu'il pensait que c'était un dictateur, un Giraud, et ça, ils n'ont jamais caché. Et ils ont fait pas mal campagne, ils ont même utilisé à l'époque le Websov, le Guardian d'aujourd'hui, pour faire campagne. Le Guardian a fait campagne très forte contre De Gaulle. C'était vraiment... Et Raymond Aron et un groupe de Français socialistes d'ailleurs, la plupart c'était socialistes, de Londres, ont fait campagne contre De Gaulle pendant pratiquement toute la guerre à Londres. Donc c'est d'ailleurs une des raisons qui à un moment a donné une des opérations que mon grand-père avait réussi à faire exfiltrer Charles Valin, qui sentait un peu le soufre parce qu'il était le numéro 2 du PSF à l'époque, mais justement l'idée était de faire intégrer un numéro 2 du PSF qui était C'était le parti proto-fasciste. Peu de Français en fait connaissent aujourd'hui le PSF, mais il a quand même fait 30% aux élections juste avant la guerre. Et c'était plutôt un parti d'anciens combattants et un peu un peu facho, comme on dirait. Mais donc c'est justement Charles Valin était venu, c'est mon grand-père qui avait organisé l'exfiltration. Et c'était une manière aussi donc de couper sous l'herbe de Vichy,
en amenant un grand nom de la collaboration, on va dire, en tout cas de la droite. Ça n'a pas marché parce que justement, quand Charles Vallée est arrivé, il y a eu une grande campagne du Guardian avec les socialistes français de Londres qui ont fait en sorte que voilà, De Gaulle cherchait quand même à passer pour un démocrate, enfin passer pour avoir l'image en tout cas. Il y avait beaucoup de gens qui reprochaient d'être entourés de cagoulards et autres. Donc il cherchait en effet à se faire accepter De Gaulle a toujours cherché à se faire accepter de tout le monde, hein. Il a toujours voulu l'unanimité, même avec les communistes. Et donc voilà, donc avec Mendes France, c'était quelque chose de beaucoup plus neutre, je dirais. Non, parce que je crois que, comme je vous ai dit, Mendes France était plus dans l'aspect militaire. On est là, on a la chance que l'Angleterre n'a pas été envahie, et donc on est toujours en guerre, on est toujours là, et on est toujours... la France est debout, et voilà. Donc ça, c'est pour parler un peu le côté Mendes France que je connais peut-être... Enfin voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Mendes France. Ce que je peux dire sur Londres, c'est qu'en termes de la famille, c'était... oui, l'épisode londonien a été fondamental à tous les niveaux. De toute façon, donc, dans la famille, justement, nous sommes très anglophiles. Mais c'est d'autant plus que toute ma famille est allée, enfin ma mère et mon oncle et ma grand-mère, ils ont été exfiltrés en 1942. Il y a un moment où la police française, avec un officier allemand qui a débarqué, qui a fait une battue dans l'appartement de mes parents à la rue de Grenelle, en fait, ils ne savaient pas que mon grand-père était dans la résistance, mais ils savaient qu'il était franc-maçon. Donc c'était une histoire. Donc à ce moment-là, mon grand-père était à Londres. Et donc ils sont arrivés. Bon, c'est ma mère qui les a reçus. Bon, il y a toute une histoire qui s'est passée là-dessus, mais ils ont réussi à se... Enfin, mon oncle a été amené au poste, et même après à la Gestapo pendant 2 jours. Et puis voilà. Donc après ça, mon grand-père a eu très peur. Il a dit que c'était un message, et il a demandé à De Gaulle, ce qui était un peu rare, que toute sa famille soit exfiltrée pour qu'il puisse avoir les mains libres pour opérer en France. Ce qui avait été fait, et que ma grand-mère et ses enfants, ils sont partis le 15 juillet 1942, à peu près, enfin, entre le 14 et le 17, je crois que le Veldiv, c'est le 17, je crois, enfin, donc à peu près à l'époque du Veldiv. Et ils ont pris 1 mois et demi pour rejoindre l'Angleterre. En fait, ils sont passés de Paris, ils sont allés jusqu'à Libourne, où ils ont traversé à Libourne la zone de démarcation. Après, ils ont pris un vélo, puis un tram qu'il y avait, puis ils ont pris marché, ils ont rejoint Marmande. Marmande, ils ont pris le train jusqu'à Aix, où on avait une tente, enfin une grande tente. Et ils ont attendu un bateau, qu'il fallait prendre un bateau, on appelait ça des feluques polonaises. C'était dans les calanques de Cassis. Donc il fallait embarquer à la nuit, donc, comme dans les films, hein, comme si vous avez vu L'Armée des Ombres, c'est exactement ça, c'est un film très fidèle. Elle a embarqué dans les calanques de Cassis. Les feluques polonaises, c'était des petits bateaux qui étaient dirigés par 2 officiers polonais, donc qui faisaient le cabotage de toute la côte française. Et donc elle a été amenée dans une chaloupe, enfin dans un bateau anglais qu'elle a dû peindre pour camoufler, en fait. Et là, elle a été ramenée à Gibraltar. Gibraltar, elle a dû attendre les convois qui rentraient de la bataille de Malte. C'était des grands convois avec une trentaine de bateaux, donc un bateau civil normalement, tout le reste c'était des... Et là, donc, elle a attendu à Gibraltar. Bon, elle était très heureuse, elle était la seule fille au milieu des officiers anglais. Et elle a pris donc le bateau en rentrant, le bateau allait jusqu'à l'Atlantique, au milieu de l'Atlantique, pour rentrer à Greenock, c'est à Glasgow, en fait, dans le port de Glasgow. Et voilà, et après Londres. Et donc elle est partie le 15 juillet, elle est rentrée le 1er septembre. Donc voilà. Voilà, donc il y a beaucoup d'anecdotes, je connais. Il faut savoir, enfin ma grand-mère donc en parlait souvent. Il y a peut-être des choses qui sont moins luisantes. Je remarque que peu de gens en parlent, même dans les livres d'histoire. Peut-être, oui, parce qu'il y a peu de gens qui étaient témoins, en fait. Ma grand-mère m'a raconté... il faut savoir qu'à un moment, peut-être un des moments où De Gaulle a eu le plus de problèmes avec les Anglais et les Américains, parce que bon, Churchill le défendait, mais les Américains n'en voulaient pas du tout. Et il y a eu un moment où au sein du BCRA,
ma grand-mère interrogeait, donc c'est elle qui se faisait en fait l'accueil des Français, donc elle passait au crible pour voir s'il n'y avait pas des espions, etc., etc. Et puis à un moment, il y a un Alsacien qui arrive et qui commence, alors qu'elle demande de par où vous êtes venu, etc. Et lui, l'Alsacien, le pauvre, il dit « Ah, je suis arrivé par la ligne de Paris, Saint-Pierre-des-Corps, Bordeaux, et je ne sais pas quoi. » Donc, elle a trouvé ça bizarre. Elle a raconté à un officier, tiens, il est un peu bizarre. Il m'a raconté un petit peu la liste des chemins de fer, un petit peu mécaniquement. Ah bon, ils ont dit, on s'en occupe. Le lendemain, il est arrivé mort. Il s'est suicidé, soi-disant, dans la pleine cave du BCRA, enfin du 10 Downing Street, pas de 10 Duke Street, pardon. C'est quelque chose qui a été très fort à l'époque, parce que les Américains l'ont su, les Anglais aussi. Les Américains ont fait un forcing parce que c'est pas possible. Les Français se permettent de faire la justice en plein sol anglais. C'était complètement. Donc c'est peut-être le moment où la présence de Gaulle a été la plus attaquée. Donc voilà, ce sont des anecdotes qu'on peut-être on connaît pas tellement, mais malheureusement la France, il y a eu déjà des agents secrets français, enfin des agents militaires français bien avant l'Algérie qui avaient déjà torturé et tué des Français à Londres, voilà, et en se faisant justice, par exemple. Et cette affaire, à l'époque, avait été un grand scandale. On n'en parle pas tellement, mais ça a été un des points les plus chancelants du support de Churchill à De Gaulle, parce qu'il avait du mal, Churchill, à tenir le... Voilà, bon, ce sont des anecdotes comme ça. Donc, sinon, autrement dit, ce que je peux dire, c'est que ma mère a été probablement très heureuse à Londres, enfin en Angleterre. Elle a passé ses examens, elle a passé ses A-levels en anglais. C'est peut-être la période la plus heureuse de sa vie. Un peu moins mon oncle qui, près de l'Écosse, faisait une école un peu austère, donc il devait marcher 10 kilomètres. Et voilà, donc oui, sans parler du fait donc, que pour mon grand-père, il était déjà très anglophile avant même la guerre. Il était déjà allé plusieurs fois en Angleterre dans les années 30, quand il était journaliste au Populaire, et en fait, il était déjà dans le SFIO, il était un peu le chouchou de Léon Blum, et donc, à plusieurs fois, il est allé faire des contacts avec le Labour anglais. Il parlait anglais assez correctement, en tout cas pour un Français. Et on le voit d'ailleurs dans des vidéos, dans des films où justement il est avec Charles Valin, on voit qu'il avait un bon accent. Et donc, bien sûr, il était ravi. Ce que ma mère me racontait toujours, c'était que cette ambiance à Londres d'admiration en fait pour les Anglais, d'un flegme absolu. Et voilà, toute ma famille était complètement impressionnée par les Anglais. Et voilà, on en a gardé un souvenir très fort avec l'Angleterre. Merci. Voilà. Michel. Bon, nous n'avons pas quitté Pierre Mendès France, mais nous allons y revenir donc avec la dernière intervention, celle de Jean-Pierre Worms. Oui, alors très rapidement, d'abord quelques mots sur mon père, quelques mots sur les rapports très particuliers avec Pierre Mendès France, et puis ce que tout cela a signifié pour moi, et je crois de façon beaucoup plus générale pour beaucoup de Français. D'abord, il y a un parallélisme étonnant entre Pierre Mendès France et l'entrée en résistance, et mon père et l'entrée en résistance. Il se trouve que c'était deux amis très proches, dans la mesure où Lily était, je crois, la meilleure amie de ma mère depuis leur adolescence. Donc, les deux familles étaient très, très jointes. Mon père n'a pas entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin, mais en revanche, n'a pas supporté, exactement comme Pierre Mendès France, l'idée même d'un arrêt des combats. Et dès le lendemain de l'armistice, il est allé offrir ses services à ceux qui continuaient le combat, c'est-à-dire aux Anglais, donc à l'ambassade d'Angleterre, et il a commencé à monter un réseau de renseignements pour fournir des informations à ceux qui continuaient le combat. Je passe très vite, très rapidement.
ce réseau a été finalement identifié par Vichy, et en 1942, après plusieurs aventures, le passage de la ligne de démarcation en fraude, etc., j'ai encore des souvenirs d'enfance, là, de très gamin, du passage juste à l'est de Chalon-sur-Saône, de la traversée de la rivière. Et donc, quelques jours après, en 1942, on était dans le sud, au-dessus de Cannes, et cet héroïsme tout à fait ordinaire, dont on parle très peu, des gens qu'on ne connaissait pas, qui étaient des voisins dans une maison à 50 mètres de la nôtre, sont venus frapper à la porte et dire à ma mère, on tient à vous avertir que mon père, c'est ma mère qui a reçu le message, mon père n'était pas là à ce moment-là, mais il habitait là, que votre maison est mise en surveillance par la milice qui s'est installée dans notre garage. On voulait vous le dire, vous en faites cette information, vous en faites ce que vous pouvez. Et bon, ces gens risquaient énormément, évidemment, à venir comme ça, frapper à une maison qu'ils ne connaissaient pas. Toujours est-il que mon père a compris que là, il était définitivement localisé, identifié, et le lendemain, il est parti avec sa bicyclette, comme il faisait tous les jours, sa brosse à dents, et alors par la Méditerranée, il a rejoint, alors sans doute par Gibraltar. Peut-être, justement. Peut-être, si ça se trouve, c'est pas exclu qu'ils étaient sur le même bateau. Toujours est-il, bon, à l'époque, on quittait la côte française en petit bateau, on allait rejoindre un sous-marin anglais, qui, alors, moi je croyais l'amener directement à Londres, mais apparemment, sans doute, via Gibraltar, avec un... Je crois que les sous-marins, quand même, dans la Méditerranée, c'était un peu dangereux. Enfin, il y avait les... Oui. Bon, les Allemands, peut-être. Mais en tout cas, c'est ma mère, c'était par un bateau, par un convoi. Ah non, mon père, enfin, mais... ce que j'en ai su était par un sous-marin. Oui, toujours est-il qu'il est arrivé à Londres. Là, il a été alors formé sérieusement et pris en charge, mais il s'est inscrit, enfin, il s'est engagé au sein du SOS, Special Operation Executive, et il y avait effectivement à Londres, ce que j'ai découvert après la guerre, entre différentes fractions des Français libres installés à Londres, des tensions fortes sur la nature de l'engagement politique. Il y avait effectivement des anti-gaullistes, mais qui n'étaient pas inscrits dans les réseaux anglais. J'avais un cousin de mon père, Charles Gombault, était là, je sais. Gombault, c'était le grand anti-gaulliste frénétique, mais par ailleurs pas du tout spécialement engagé. C'est après le journaliste François, etc. Mais il y avait effectivement, il y avait Raymond Aron. Oui, bon, qui n'a pas jamais caché. Et puis il y avait des gens, dont mon père, effectivement, qui s'était engagé très clairement à côté des Anglais, dans le SOA, et qui a été reparachuté en France début 1942 pour monter un des réseaux du SOA sur la Champagne, Châlons, et il a été arrêté en août 1942 avec une bonne partie de son réseau, sans doute quelqu'un qui avait dû lâcher des informations sous la torture. Malheureusement, c'était la vulnérabilité absolue des réseaux de Buckmaster en France. C'est connu, mais est-ce que c'était pas le grand coup de filet où ils ont pris des résistants hollandais Ils en ont pris un paquet, exactement, oui. Alors, à un moment, les Anglais ont carrément... Enfin, on va pas rentrer dans les... Bon, quelle que soit l'origine, de toute façon, donc mon père a été déporté, torturé, tout ce qui arrivait à l'époque, et déporté finalement à Flossenburg, et quelques jours avant la libération du camp en 1944, il y avait 12 agents du SOE qui avaient été regroupés à Flossenburg, et ils ont tous été pendus quelques jours avant la libération du camp. Donc moi j'étais en France pendant toute la guerre. À la fin de la guerre, donc dès fin 1944, début 1945, les Anglais ont décidé la prise en charge de l'éducation des orphelins de leurs agents étrangers. Donc en même temps que ma mère recevait du croix de guerre, etc. Bon, bref, des décorations françaises, elle recevait l'équivalent anglais, mais surtout, je dois dire, elle n'était pas tellement attachée
aux décorations ex post pour mon père, mais en revanche, le fait que les Anglais proposent l'éducation, prendre en charge financièrement l'éducation de ces 3 gamins, ça faisait lourd. Et donc, mon frère aîné a immédiatement été envoyé en 1945 à Reading, dans une public school Quaker, en l'occurrence, excellente public school à Reading. Moi, personnellement, j'étais sorti de la guerre un peu abîmé, c'est-à-dire primo-infection, rachitisme, tout ça. Donc la Croix-Rouge m'a envoyé en Suisse pour me refaire une santé, et c'est en 1947, avec ma mère et mon petit frère, qui était né après le départ de mon père, que mon père est revenu voir pour une journée en 1943, avant la période où il était reparti en France. Et donc il a eu passé une nuit avec son dernier né. Donc ma mère et mon jeune frère et moi, nous sommes allés en Angleterre en 1947, je suis resté jusqu'en 1953. Et revenu, alors je suis le seul, d'ailleurs mes 2 frères sont restés en Angleterre et ont pris la nationalité anglaise. Moi je suis revenu à Paris et j'ai retrouvé à ce moment-là Pierre Mendès France, qui était pour moi comme un père adoptif de choix, et avec une très très grande tendresse et amitié pour Lily. Quelques mots sur Londres pendant la guerre. Je ne peux pas en témoigner parce que je n'y étais pas. En revanche, je peux témoigner de ce que j'ai retrouvé à Londres à partir de 1947, comme gamin. Alors, une anecdote tout à fait significative. En 1947, revenant de Suisse, retrouvant en vacances mon frère aîné à Paris, on était très fiers de pouvoir circuler dans Paris en ne payant pas le métro. Donc tricher dans le métro, c'était un sport auquel tous les gamins de cet âge se livraient avec bonheur. En arrivant à Londres, j'étais absolument stupéfait de trouver, à l'époque, il y avait une plateforme à l'arrière de l'autobus sur laquelle on sautait en marche ou on descendait en marche, qui n'était pas fermée, et il y avait une petite boîte sur la plateforme avec simplement un panneau. Si le conducteur, le receveur n'a pas eu le temps de venir prendre votre billet ou vendre votre billet, mettez la somme qui correspond. Et tous les Anglais, pas un, n'aurait pensé descendre de l'autobus sans mettre son symbole. C'est comme ma mère quand elle arrivait à Londres et les voitures s'arrêtaient oui. Au passage de piétons. Oui. Elle était impressionnée. Et comme qu'elle ne croise. Comme gamin arrivant à Londres sans connaître ce pays, au début, ne parlant pas du tout l'anglais, dans la rue, très souvent, il m'est arrivé d'être arrêté par un bobé. Et alors qu'à Paris, on avait appris à faire attention aux flics, le bobé qui me demandait où on allait et qui prenait une demi-heure en dehors de son circuit habituel pour nous accompagner. Et de la même façon, ma mère, très distraite, il lui est arrivé 2 fois pendant son séjour à Londres d'oublier ses clés en sortant de chez elle à la maison. Elle allait au commissariat et on envoyait un flic sans lui demander ses papiers, pour grimper par la gouttière, la fenêtre, et venir cambrioler la maison pour lui ouvrir la porte. Bon, toutes choses qui sont absolument impensables, mais je raconte ces anecdotes sur la nature de la relation civique qui existait en Angleterre dans les années immédiatement après-guerre, 47, 48, 49. Et j'ai des souvenirs extraordinaires vécus de cet extraordinaire sentiment d'appartenance à une communauté civique qui s'exprimait. Alors pour un enfant, c'est extraordinairement formateur, sortant d'une culture de délinquance généralisée. On est français parce qu'on est délinquants ensemble. Et en Angleterre, c'est pas du tout la même chose. Bon, donc ça a été un premier choc culturel très important pour moi. Ensuite, très rapidement, revenant en France, après avoir compris que de toute façon je ne reverrais pas mon père, on a mis un long temps avant d'accepter l'idée qu'il ne pourrait pas revenir. Et les retrouvailles de Pierre a été pour moi quelque chose de tout à fait essentiel, parce que c'était... alors, on n'a pas parlé
de la résistance à Londres, mais on a énormément parlé de la façon de faire de la politique. J'étais très engagé, très jeune. Pierre a essayé de m'engager dans les jeunesses radicales socialistes. Et je dois dire que j'ai résisté. Et j'étais Nouvelle Gauche, Union de la Gauche socialiste, PSU, toute le fourbi, de la gauche alternative, avec cet argument scandaleux de ma part, disant à Pierre, mais écoute, on se vous voyait avec Pierre. Écoutez, il faut que vous compreniez, je ne peux pas m'engager dans un parti où il n'y a pas la classe ouvrière. Alors, ce qui était quand même assez extravagant. Mais en revanche, ce qui a toujours guidé mes engagements politiques, c'est et à partir de beaucoup de conversations que j'ai eues avec Pierre, c'était cette exigence éthique, morale, qui était presque fondatrice de l'engagement républicain, de l'engagement pour les libertés, pour l'égalité pour les femmes. Les trois. Bon, pour Pierre, c'était d'abord un choix personnel très fort, je crois qu'il a guidé toute sa vie et qui, pour moi, a été comme un phare, qui m'a également très clairement indiqué comment choisir la voie dans des circonstances très compliquées. Et c'est vrai que, par ailleurs, incontestablement, cette relation très particulière à l'engagement politique, qui n'est pas qu'un engagement verbal, qui n'est pas qu'un engagement partisan dans une structure partisane qu'il acceptait tout à fait comme nécessaire, mais qui est un engagement qui traverse tout cela et qui est un engagement très fondamental de positionnement de son identité personnelle. C'est une personnalisation très forte de l'engagement moral qui, pour moi, m'a toujours guidé et je crois est l'héritage le plus fort que j'ai reçu de Pierre Mendès France. Et c'est ce qu'on appelait un peu le radicalisme, en fait. C'était une approche c'était radicalement républicaine. Enfin, oui, ça pouvait passer par le radicalisme, ça passait par le PSU à un moment, ça passait. C'était pas. Non, mais je parle généralement. Oui, parce que dans ma famille aussi, on avait. Et d'une certaine façon, et je voudrais terminer par ça, ce qui m'a le plus frappé, c'est, et ce qui était commun avec, assez parallèle entre l'engagement de Pierre et l'engagement de mon père, c'est, sans jamais le dire, l'importance de l'appartenance juive. Pierre n'assumait pas du tout, n'affichait pas du tout. Bon, je me souviens encore une des choses qui m'avait le plus frappé, j'étais tout jeune à l'époque encore, pas gamin, mais jeune homme, un procès où Pierre Mendès France était appelé à témoigner, je crois que c'est le procès des fuites, et c'était Tixier-Vignancourt, avocat de la partie adverse, et je me souviens encore de Tixier disant « Pierre Mendès, qui ose s'appeler France ». Alors quand on en sort ça publiquement, je vous assure que pouf. Bon. Et mon père, il n'était pas militant de sa judaïté. Mais pour lui, être juif, c'était d'abord être français jusqu'au bout. Et pour Pierre, je crois que être juif, c'était être français jusqu'au bout. Et cet engagement de juif dans une sorte d'exigence morale très forte, d'appartenance civique au peuple français et à ce qu'il représente sur le plan des valeurs fondatrices, c'était quelque chose de tout à fait essentiel qu'il y avait en partage entre l'engagement de mon père et celui de Pierre. Donc je voulais terminer par là parce que je crois que vous avez fait référence à la Shoah. Je ne crois pas honnêtement, je n'ai jamais réussi à le prouver, que mon père, avec tout ce qu'il a subi après son arrestation et son exécution et puis sa pendaison, je suis allé à Flossenburg il y a 2 ans pour le 20e anniversaire de la libération du camp. Je ne crois pas que mon père, qui avait évidemment une fausse identité pendant la guerre, ait été identifié quand il a été arrêté comme juif. Il n'empêche que pour moi, ça fait partie de la Shoah. Mais bien que je ne crois pas du tout que ça soit ce qui se soit passé. Cela étant, on en parle rarement à propos de Pierre. Je pense que ce rapport à la judaïté, au judaïsme, est quelque chose de très fondateur également
de l'engagement de Pierre Mendès France, comme c'était fondateur de l'engagement de mon père. Est-ce que je peux te... Oui, Parce que je t'en prie. ce qui est très, très intéressant, c'est que j'étais frappé par ma mère quand j'étais jeune. Il y avait, quand je parlais de radicalisme, cette espèce de radicalisme dans les valeurs de la République. Ce qui m'a frappé, c'est ma mère, elle m'a dit « Je ne savais pas qu'il y avait des juifs ». Ah oui. Jusqu'à 15 ans, à la maison, on n'avait jamais dit que quelqu'un était juif, que ça n'existait, que c'était peut-être, même trop peut-être, dans le sens qu'on ignorait la... Et c'était d'autant plus qu'elle a été étonnée, c'est justement quand un jour, elle était encore un peu avant l'exfiltration à Londres, elle est allée à son coiffeur, et en rentrant, il y avait un boulanger qui était un peu pétiniste, et qui a dit, tiens, il y a votre nom, le nom de votre famille, devant le ministère du Travail. Ma mère m'a dit, bon. Alors elle est allée voir, et il y avait une grosse affiche qui parlait non pas des Français juifs, mais des Français enjuivés. Et nous étions les Français enjuivés. Les Brossolettes étaient cités comme des Français enjuivés. Et ma mère, qui ne savait même pas ce que c'était qu'un juif, parce qu'on n'en parlait pas, c'était presque trop. C'était vraiment la négation de la race, de le racisme. C'était vraiment, il était un vrai socialiste, mon grand-père. Et enfin la famille. Donc évidemment, elle est rentrée, elle a raconté l'histoire. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Même si nous, on n'avait pas d'origine juive, mais on était enjuivés. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'ai bien conscience qu'on pourrait vous écouter très longtemps. Du reste, peut-être, puisque les Archives de France et les Archives nationales sont ici présentes, et on les remercie, imaginez des campagnes d'archives orales, parce que je crois que, justement, au fond, vos exposés permettent aussi de réfléchir à la poursuite d'une histoire de la France libre, de ses liens avec l'Angleterre. Ce qui est très intéressant, c'est que la France libre est très française et aussi très anglaise. Très français, très anglais. Et c'est vrai que, au fond, ce que vous avez dit sur finalement comment est-ce une société épouse la démocratie, devient une société démocratique, c'est le grand enjeu, notamment du travail qu'a mené Elia Levy sur l'histoire du peuple anglais au XIXe siècle, pour montrer que non, cette démocratie, elle s'incarne dans les personnes, dans les groupes. Et finalement, les Français libres ont beaucoup appris. Et Jean-Luc Rémy-Briac, Pierre Brossolette et Pierre Mendès France et Stéphane Hessel, par exemple. Donc, je crois que c'est des éléments extrêmement intéressants qui nous aident à peut-être reprendre aussi cette étude de la France libre. On va en parler donc dans la dernière partie de cette rencontre.